Bonsoir à tous. Je vais vous parler de GCP pour les data scientists. Donc, combien de data scientists il y a dans la salle? Il y a des tricheurs, ok, mais ok, c'est pas des masses, c'est pas grave. Combien de gens ici côtoient des data scientists? Ouais, un peu plus, très bien. Et combien de gens ont déjà développé un projet sur le cloud? Ah, il y a peut-être moins que de data scientists, c'est intéressant. Parfait. Je me présente, je suis Giulia Bianchi, je suis data scientist à Xebia. Je fais partie aussi de la team DataXD, dont Loïc vous a largement parlé, donc je peux passer. À la fin de 2017, Google Cloud a annoncé la release en version alpha du service AutoML. Donc déjà, ce que ça veut dire AutoML, ça veut dire Automated Machine Learning. Et c'est en fait c'est des frameworks qui ont le but de automatiser des tâches de machine learning qui peuvent être très répétitives et un peu toujours la même chose. Comme par exemple la sélection de variables explicatives quand on veut faire un modèle, quand on veut entraîner un modèle. Donc, oui, le but de Google, c'est de rendre l'IA accessible à toute personne, à toute entreprise et toute entité de recherche qui n'aurait pas chez eux ni les connaissances, ni les données, ni les ressources de calcul pour faire de l'IA. Si admettons, vous voulez profiter d'un service de traduction dans un app développé par une boîte, vous pouvez profiter du service de traduction développé par Google. Vous n'avez pas à développer vous-même l'algorithme qui va faire la traduction d'une langue à l'autre. Donc, l'idée, c'est vraiment de la démocratisation de l'IA. Quand j'ai commencé à regarder les sujets de AutoML en 2017, j'ai essayé quelques frameworks pour découvrir si ça allait un peu me voler le travail et s'il fallait que je pense à une reconversion professionnelle. Ce que j'ai essayé, c'est des frameworks open source. L'idée que je me suis faite, c'est que on avait encore besoin de moi. Maintenant, quand c'est Google qui annonce ces genres de choses, ça fait quand même un peu plus peur. Donc, je me mets à suivre quelques hands-on et quelques cours comme ça pour essayer de voir comment ça marche. Et je me rends vite compte que je n'ai pas besoin qu'on me démocratise l'IA. Moi, j'ai besoin qu'on me démocratise le cloud, qu'on m'explique ce que c'est et comment ça marche. Donc le but de cette présentation, c'est de faire une introduction au cloud pour les data scientists, mais aussi ça va peut-être servir à ceux qui travaillent avec les data scientists. Ça va servir à leur montrer c'est quoi les difficultés qu'un data scientist peut rencontrer quand il fait face à ces genres de technologies. Donc, je vais commencer un peu par ce que j'ai compris du cloud, mais surtout par ce que je n'ai pas compris. Donc ça, c'est une belle blague, mais ça représente vraiment le sentiment qu'on a la première fois quand on nous dit ben maintenant que tu as développé ton modèle, tu le mets dans le cloud. Et ben, tu ne sais pas où le mettre, ce modèle. Donc, sinon, donc le cloud computing se présente avec 3 niveaux. L'infrastructure as a service, le platform as a service et le software as a service, qui est un peu un opposé à du on-premises. Donc, est-ce que si chez vous travaillez dans une entreprise qui a un data lake, ce data lake, il est installé sur des machines. Est-ce que si ces machines ont été achetées par l'entreprise, on parle du on-premises, c'est-à-dire que c'est la SI qui va s'occuper de toutes ces machines, de les brancher entre elles, d'installer l'OS sur les machines et de vous mettre à disposition.
Mettons maintenant que le data lake de votre entreprise n'est pas installé sur des machines propriétaires, mais il est installé sur des machines qui sont de OVH, par exemple. Donc, c'est un cloud provider qui fournit les machines, qui s'occupe de les brancher et d'assurer qu'elles sont alimentées et maintenues. Et par contre, il donne la main à l'ASI qui va gérer tout un tas de services, qui sont des services qui sont moins de base que juste la gestion de machines. Donc, la distinction entre différents services de cloud computing, c'est justement le niveau de gestion des services qu'il faut faire chez soi ou qui est fait par le cloud provider. Donc, comme exemple de platform as a service, pensez plutôt au fait que vous avez du code et vous avez juste besoin d'un environnement qui permet d'exécuter le code. Donc, on verra après, mais le service de Cloud ML Engine, c'est du Platform as a Service. Et enfin, pour le Software as a Service, tout est géré par le Cloud Provider. Et par exemple, on a des softwares comme Google Doc. Donc, vous avez accès au service à travers une interface web. Il n'y a rien qui est installé chez vous. Donc, vous utilisez le service qui est géré derrière par Google à l'occurrence. Donc, quand on parle de cloud, on parle de services ménagers. Ce qu'il y a derrière le cloud, il y a quand même des machines physiques distantes qui sont quelque part dans le monde et qui sont ménagées justement par le provider. Ce qui est intéressant, c'est qu'on paie à l'usage et non pas à la location. Admettons que vous voulez faire un POC, et pour ce POC, vous avez besoin de beaucoup de ressources. Mais ces ressources, vous en avez besoin pour un temps très court. Donc, si vous êtes sur du on-premises, vous avez besoin limite d'acheter une nouvelle machine pour pouvoir faire le POC. Et une fois que vous libérez les ressources, vous avez acheté la machine, est toujours vôtre, elle est là pour rien. Alors que sur le cloud, vous pouvez débloquer des ressources importantes assez rapidement. Vous payez pour l'utilisation de ces ressources et dès que vous arrêtez de l'utiliser, vous arrêtez de payer aussi. Donc, mais pourquoi ça c'est intéressant pour un data scientist en fait. Donc, ce que le cloud permet, c'est d'avoir du coup accès à des ressources théoriquement illimitées, parce que Google comme Amazon, ils ont quand même une quantité de machines qui est bien supérieure aux machines qui peuvent être chez votre entreprise. Et vous pouvez accéder très rapidement aux ressources. Donc, c'est un peu magique, comme vous l'a expliqué Loïc juste tout à l'heure. Ça scale up et vous n'avez rien à faire derrière. Et enfin, c'est aussi... oui, vous avez quelque chose à faire, mais je veux dire, pas acheter des machines comme ça. Et enfin, c'est aussi très fiable comme service. Par exemple, Google a estimé à 4h30 le temps de down en 2016. Donc sur une année entière, 4h30 de down, c'est quand même rien du tout. Et donc ça pourrait permettre effectivement de faire des analyses des données très rapidement et très rapidement et pouvoir utiliser du coup des ressources qu'on n'a pas à disposition sinon autrement. Alors, quels sont les outils qu'on a à disposition? Alors, ça, c'est plutôt les outils, c'est une liste non exhaustive des outils mis à disposition par GCP. Je vais parler que de GCP parce que c'est la plateforme que j'ai pu utiliser. C'est les services dédiés à l'IA et au machine learning. Et ça, c'est des services qui sont mis à disposition un peu comme Black Box. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'exemple de la traduction, ces services-là, ils s'importent dans son propre code comme un package Python, si on veut coder un Python. Et donc, on appelle les fonctions de ces API et on les utilise sans savoir s'occuper de la collecte des données, de l'entraînement de modèles,
etc., etc. Donc ça permet de faire beaucoup de choses intéressantes, mais peut-être que votre entreprise n'a pas besoin du service de traduction, mais a besoin de faire du machine learning indépendamment de ces services déjà prêts. Donc le service qui peut permettre de faire ça, c'est CloudML Engine, qui est le service qui permet d'entraîner, d'implémenter, de faire le déploiement d'un modèle de machine learning que vous-même, vous avez entraîné. Alors, vous pouvez entraîner le modèle sur le cloud, mais vous pouvez aussi avoir un modèle qui est entraîné sur votre machine et que vous déployez sur le cloud et qui, après, est accessible, du coup, à travers le cloud pour faire des prédictions, que ce soit un batch ou en temps réel. CloudML Engine marche avec scikit-learn et TensorFlow pour l'instant. Donc, à quoi ça ressemble concrètement GCP? Donc, pour avoir accès, il faut d'abord créer un compte. Et pour ce faire, il suffit d'avoir un compte Gmail. Donc, une fois que vous avez fait la login, il faut créer, vous vous retrouvez dans ce dashboard déjà, il faut créer un projet. Et à chaque projet que vous créez, vous associez une carte bleue. Très important. Enfin, dernière étape, il faut installer sur son poste la Cloud SDK, ce qui vous permet de communiquer avec votre compte cloud à travers la ligne de commande. En termes de ressources, moi, pour commencer, je commençais par cette spécialisation Coursera. Il y a 5 cours. J'ai suivi le premier, c'est le cours introductif. Il présente un peu, déjà un peu le cloud, les outils à disposition. Et c'est introductif, c'est pas très compliqué et c'est bien fait. C'est un bon point de départ. Sinon, il y a aussi beaucoup de documentation. Donc, vous trouvez énormément d'exemples, ce qui est déjà très bien. C'est pas toujours complète encore. Vous trouvez beaucoup d'exemples, vous trouvez un peu moins d'explications concrètement derrière de comment ça se passe. Et enfin, pour les passionnés de podcast, il y a le podcast GCP. Ça parle de cloud, mais aussi de sujets divers et variés liés à la tech. C'est quand même pas mal. Avant de continuer, j'ai besoin que vous ayez 3 concepts en tête qui sont vraiment liés au machine learning supervisé. Donc, on parle d'entraînement, c'est quand ça consiste à apprendre de façon automatique des règles sur un jeu de données connu. Ensuite, on parle de prédiction et c'est l'application de ces règles à des nouvelles données. Donc, l'output d'un entraînement, c'est un modèle entraîné, c'est ces règles appris automatiquement. Donc, le modèle est appliqué sur les nouvelles données et va nous donner des prédictions. Indépendamment qu'on parle du entraînement aux prédictions, il y a une étape de préparation de données qui est en amont de ces 2 étapes et qui est le feature engineering. Donc, je peux vous montrer un exemple concret. C'est un petit projet que j'ai codé et que j'ai utilisé pour m'amuser un peu et pour apprendre, parce que finalement, il n'y a rien de mieux que mettre les mains dans les pâtes. Et donc, le projet s'appelle Parenting 3.0, qui est la suite du 2.0. Tout en sachant que le Parenting 1.0, c'est les parents humains, normaux. Donc, le projet, c'est juste un peu pour s'amuser. Donc, j'avais un Raspberry Pi chez moi et je voulais en faire quelque chose. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à reconnaître et à distinguer les pleurs d'un bébé qui dort. Elle a distingué, par exemple, du ronflement du papa. Donc, admettons, on a un bébé qui dort, on veut comprendre quand il commence à pleurer.
Et s'il commence à pleurer, l'idée c'est de déclencher une berceuse pour que les parents vrais n'aient pas à se lever pour le calmer. Donc, pour ce faire, j'ai trouvé des données sur Internet. J'ai fait du feature engineering et l'entraînement du modèle sur mon poste. Le modèle, ensuite, je l'ai mis sur le Raspberry Pi. Et le Raspberry Pi, il a un petit micro qui permet d'enregistrer pendant que le bébé dort. Il enregistre, il fait le feature engineering sur le nouveau signal, et grâce au modèle qui est déployé, il va faire la prédiction. Si la prédiction est positive, il déclenche la berceuse, autrement, il recommence l'enregistrement. Donc, ça marche globalement. Le problème c'est que pour en gros faire l'enregistrement, le pre-processing des données et la prédiction, le Raspberry Pi prend 45 secondes pour un signal de 9 secondes. Donc, c'est pas du temps réel. C'est assez long. Et ça, c'est parce que le Raspberry Pi, c'est quand même un petit ordinateur qui a très peu de ressources. Et en fait, le traitement de ce signal audio est assez lourd. Je me dis que je peux du coup profiter de toutes ces ressources mises à disposition par le cloud. Donc l'idée de base serait de enregistrer toujours avec le Raspberry Pi, parce que ça serait difficile d'enregistrer un bébé avec du cloud ou de mettre un bébé dans le cloud pour l'enregistrer. Donc c'est toujours mon Raspberry Pi qui est là, qui écoute. Donc enregistre et il envoie cet enregistrement dans le cloud, typiquement dans le service storage qui permet de stocker des données, des objets divers et variés, des types de files assez différents. Donc, une fois que le signal est arrivé dans le cloud, j'aurai le service de machine learning, donc ML Engine, sur lequel j'ai déployé le modèle au préalable et qui va pouvoir faire la prédiction. Je me disais que c'était trop simple pour être vrai. Et justement, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Parce que, en fait, ML Engine permet de déployer des modèles et de faire des prédictions à travers ces modèles. Mais le modèle, c'est au sens de pipeline scikit-learn. Ça veut dire que soit c'est juste un modèle entraîné, soit c'est un modèle entraîné avec certaines étapes de feature engineering, mais qui sont celles qui sont déjà déployées, déjà disponibles dans scikit-learn. Comme moi, j'ai fait un traitement de signal audio, ces genres de traitements ne sont pas présents dans scikit-learn. Et donc, il faut que la préparation de la donnée soit faite entre l'arrivée du signal sur le stockage, sur storage, et le passage à ML Engine. Donc, étape par étape, ce qui est fait dans mon projet pour pouvoir comprendre comment le déployer dans le cloud. Donc, là, je suis dans mon Raspberry Pi. Le Raspberry Pi, il enregistre ces 9 secondes de signal, qu'ensuite je découpe en 5 morceaux. Sur chaque morceau, je fais le feature engineering et je fais une prédiction. Donc, j'estime que ces 9 secondes, c'est un pleur de bébé, seulement si au moins 3 morceaux sur 5 sont prédits comme étant un pleur de bébé. Et donc, c'est un vote majoritaire qu'il faut faire pour obtenir la prédiction finale. Donc, ce qui se passe, c'est que pour la lecture, la gestion du fichier qui est un fichier .wav, et pour faire le feature engineering, j'utilise une librairie Python qui est disponible, qui est assez stable, mais qui n'est pas livrée avec les distributions Anaconda de Python classique. Ensuite, pour la prédiction, c'est du scikit-learn classique, et après, c'est du code Python pur et simple. Donc la première étape pour envoyer l'enregistrement du Raspberry Pi au storage, c'est assez simple. Ça, c'est du code Bash qui est dans le Raspberry Pi, qui est exécuté dans un conteneur Docker. Donc la première fonction, elle va juste enregistrer le signal, il va le sauvegarder dans un dossier de Raspberry Pi. Et la deuxième fonction va utiliser la commande
CP de GSUT, qui est le CLI qui me permet sur mon ordinateur de communiquer avec le cloud. Et donc, avec la commande CP, je vais prendre le signal que je viens d'enregistrer et je vais sauvegarder dans un bucket de storage. Donc, storage est organisé par un bucket, c'est genre des dossiers. Donc, maintenant que le signal est dans le cloud, je me pose quand même un tas de questions. Déjà parce que j'utilise ce fameux package Librosa qui n'est pas disponible avec les distributions Anaconda, donc il va falloir que quelque part, GCP sache que j'ai besoin de ce package-là pour exécuter mon code. Donc comment les dépendances sont gérées? Deuxième question, ok, le signal est arrivé d'un storage. Maintenant, comment je communique? Comment je vais expliquer que qu'il faut faire le feature engineering et la prédiction et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est que finalement, la prédiction finale, pour être utile, il faut qu'elle soit renvoyée au Raspberry Pi, qui lui va devoir déclencher ou pas la berceuse selon cette prédiction. Donc, il y a plusieurs solutions à ces questions. La plus simple que j'ai trouvée, c'est d'utiliser le service Functions, qui est un peu l'alter ego des lambda AWS. Donc, Function me permet d'exécuter du code Python dans le cloud. Donc, c'est du code que moi j'ai créé. Et cette fonction, en fait, elle est déclenchée automatiquement par un événement qui arrive dans le storage et dans un bucket que moi j'ai spécifié. À l'occurrence, c'est le bucket où je fais arriver l'enregistrement. Une fois que l'enregistrement arrive dans le cloud, du coup, l'exécution de la fonction est déclenchée. Et j'ai à disposition un fichier qui s'appelle requirements.txt où je spécifie les librairies dont j'ai besoin. Dernier point intéressant, c'est que à travers cette fonction, je suis déjà dans le cloud, j'ai un accès assez facile à Cloud ML Engine. Donc, première étape dans la fonction, c'est de faire le découpage du signal et le feature engineering. À ce moment-là, mon signal, il est prêt pour qu'on fasse la prédiction. Donc, au préalable, dans Cloud ML Engine, j'ai instancié un modèle, celui que j'avais entraîné sur mon ordinateur. Donc, dans ce cas-là, je ne fais aucun entraînement dans le cloud. L'entraînement a été fait sur mon ordinateur. Le modèle, au lieu d'être déployé sur le Raspberry Pi, il est déployé dans ML Engine. Donc, j'envoie à ML Engine une liste de 5 floats sur lequel ML Engine peut appliquer le modèle que j'avais entraîné pour me retourner une liste de 5 éléments avec les 5 prédictions. Donc, je suis revenu dans la fonction. Maintenant, j'ai à disposition les 5 segments-là entiers de 1 et 0. Je fais un vote majoritaire, j'obtiens la prédiction finale qui est stockée dans un autre dossier de storage, dans un autre bucket. Maintenant, il se pose la question de renvoyer ce signal au Raspberry Pi. Google met à disposition un service qui s'appelle Cloud IoT Core, qui est spécialement dédié à l'IoT, comme son nom l'indique. Et donc, il est fait pour gérer plusieurs devices, pour collecter les données qui arrivent de ces devices et pour renvoyer des données à ces devices. Maintenant, je n'ai pas encore réussi à terminer cette partie parce qu'il y a quand même pas mal de questions comme de protocoles de communication que je ne connais pas trop. Donc, j'essaie aussi de trouver une solution alternative. Mais ce qui est important, c'est que toute la chaîne, avant de renvoyer le signal, donc avant de renvoyer la prédiction finale, prend quand même que 5 secondes. Donc, je suis passée de 45 sur le Raspberry Pi
à 5 en utilisant Functions et CloudML Engine. Donc, juste l'exemple un peu pour visualiser concrètement à quoi ça ressemble la fonction. Là, je suis dans l'API. La fonction, soit on la code sur son poste et on l'envoie dans le cloud. On la voit dans le cloud, soit à travers la ligne de commande, soit à travers même l'interface. On peut uploader un fichier zip avec le code, donc le main.py et le requirement.txt. Et voilà, donc ça c'est juste une fonction Python classique. Et ça c'est le fichier txt où j'ai spécifié que j'ai besoin de mon package LibreOsa, bon plus d'autres, mais en particulier celui-là. Maintenant, dans l'interface, vous avez aussi des graphes à disposition comme celui-là qui vous montrent un peu l'état de votre fonction. Donc, il faut dire que c'est assez difficile à tester la fonction avant de l'envoyer dans le cloud. Donc, en gros, à chaque fois que je fais une modification sur la fonction, je suis obligée de la renvoyer et voir si ça marche ou pas. Donc là, vous voyez juste 3 essais. La première essai a échoué parce qu'elle n'a même pas commencé l'exécution. La fonction, il y avait des erreurs. Donc je les ai corrigées, mais pas tous. Du coup, j'ai un deuxième échec qui est un crash. Carrément, la fonction a commencé à s'exécuter et il y avait une autre erreur. Ben, enfin, je l'ai vraiment corrigée. Et ça a marché, et du coup, il y a le pic qui montre que c'est bon. Le pic bleu. Ici, ce qu'on voit, c'est l'appel à CloudML Engine. Donc, je suis dans la fonction. Ce que vous voyez, c'est que la fonction predict_instances va prendre le nom de projet où je suis, le modèle, donc le modèle à utiliser, et les instances, c'est les nouvelles données sur lesquelles faire la prédiction. Donc, les instances, il faut que ce soit une liste de float. Donc, c'est ce que le modèle va utiliser pour faire la prédiction. Et j'obtiens la réponse en faisant un appel à la méthode .predict.execute. Et dans predict, je vais passer le nom du modèle et les nouvelles données. Et donc, et il me retourne du coup mon vecteur avec mes prédictions. Donc, combien ça coûte tout ça ? Chaque service de GCP a son propre modèle de coût. Donc, je vous montre juste le modèle de coût de ML Engine. Donc, c'est assez compliqué dans sa dans sa construction. En tout cas, il y a une différence entre le prix des entraînements et le prix des prédictions. Simplement parce que l'entraînement, c'est une tâche qui prend beaucoup de ressources, mais sur un temps assez réduit, alors que la prédiction est censée prendre moins de temps et être faite de façon un peu plus répétitive. Ça dépend aussi du nombre de requêtes. Donc, est-ce que le modèle est requêté, je ne sais pas, 1000 fois par heure ou juste une fois de temps en temps? Ça dépend de la région. Donc, si vous avez instancié l'API ML Engine en Asie, en Amérique ou en Europe. Et ça dépend aussi des machines utilisées derrière pour faire les calculs. Donc, à nouveau, quand vous instanciez vous faites une instance ML Engine, vous pouvez choisir des types. Et à ces types, ça correspond de machines derrière. Donc, pour me comprendre, je fais une simulation. Je me suis dit que j'étais en Europe et que je faisais un entraînement qui prenait 15 minutes avec une machine à 4 CPU et 15 Go de mémoire. Et je me suis dit que les prédictions étaient faites par batch et sur chaque batch, ça prend 30 secondes. Donc, tout ça, ça va coûter que 8 centimes de dollars par mois.
Donc, comme je disais, il y a des quotas. Quand on est au-dessous de certains quotas, on ne paie rien. Mon modèle, il est tellement rapide à exécuter que j'ai toujours rien payé jusqu'à maintenant. En plus, quand vous faites un compte GCP pour la première fois, vous avez genre $300 gratuits pour un essai gratuit. Et donc, du coup, là, j'ai toujours pas touché à ça. Maintenant, les services de storage ou d'autres services vont avoir des modèles de coûts différents parce que la façon de fonctionner est juste différente. Donc, comme next step pour arriver à Parenting 4.0, j'ai plusieurs possibilités. Ça serait, une chose à essayer, ce serait sûrement de faire un entraînement aussi sur le cloud. Jusqu'à maintenant, je répète, j'ai rien entraîné dans le cloud, tout était fait sur mon ordinateur. Il faudrait avoir une quantité de données un peu plus conséquente pour justifier le fait d'être dans le cloud, parce que sinon c'est juste plus compliqué pour pas grand chose de valeur ajoutée. Mais si jamais j'arrive à avoir plus de données, alors ça sera peut-être intéressant d'essayer aussi TensorFlow et de faire un entraînement avec du deep learning. Et sinon, il y a aussi d'autres outils à disposition pour faire de la data, surtout de la data science ici. Donc, Cloud Lab, ça permet de faire de l'exploration, c'est l'équivalent de Notebook à Jupyter. BigQuery, il y a du stockage de données, mais ça permet aussi de faire de requêtes SQL-like. Dataproc. Dataproc, c'est Hadoop et Spark ménagés, en gros. Donc après, Dataflow, c'est un service qui permet de faire du pré-processing des données. C'est l'alternative que j'avais regardée quand, à la fin, j'ai choisi d'utiliser les functions. Le service, alors Dataflow, ça permet de faire des choses assez compliquées sur beaucoup de données. C'est Apache Beam et donc il est assez puissant, mais la barrière d'entrée pour comprendre comment ça marche, c'est assez haute parce que c'est à la base c'est du Java. Là il commence. Quand j'avais regardé, Dataflow était un bêta, un Python. Donc ça commençait tout juste d'être approchable par moi. Mais la doc reste assez compliquée. L'approche est assez différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec du Python classique, en fait. Et enfin, il y a un autre service qui est DataPrep. Lui aussi permet de faire de l'exploration, de la visualisation. Et c'est du Trifacta derrière. J'ai pas encore d'expérience là-dessus, mais c'est une possibilité. C'était bien de vous en parler. Et donc pour finir, alors je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire de la data science. Le fait d'avoir des ressources à disposition comme ça, c'est juste génial. Maintenant, je pense que c'est aussi important de rendre un peu plus accessible aux data scientists. Il y a beaucoup de services qui commencent à être faits en Python. La doc, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'exemples, mais un peu moins d'explications. Donc des fois, ok, l'exemple, j'ai compris, mais j'ai pas compris la mécanique derrière, du coup c'est difficile de l'adapter à son propre cas. Et je pense aussi que c'est quand même important qu'un data scientist comprenne comment ça marche un peu derrière. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les black box, ça peut être intéressant, ça peut être utile, mais on n'a pas toujours besoin des services que nous ont proposés comme black box. Donc, dès qu'on a besoin de faire un use case qui est juste important pour nous-mêmes, mais qui n'est pas préparé par d'autres, on est quand même avec nous-mêmes, avec nos ressources et ce qu'on comprend de tout ça. Et donc avec ça, je termine. Et si vous avez des questions.
c'est le moment. Moi j'ai juste une question par curiosité. En fait, par rapport à votre projet Parenting 3.0, la base d'apprentissage, comment elle a été construite? Vous avez annoté vous avez écouté tous les records et annoté? Non, en fait, j'ai trouvé un jeu de données sur Internet qui était composé de 50 catégories de signal audio d'environnement. Tous de 5 secondes de longueur. Et donc, au début, j'avais essayé à faire une classification à 10 classes. Après, je me suis aussi rendu compte que c'était pas hyper performant et en plus, 10 classes, c'était un peu trop parce que j'avais comme classe, j'avais le pleur de bébé, le ronflement typiquement, et après des bruits qu'on pourrait entendre type un verre qui se casse ou une tempête à l'extérieur ou une sirène. Il y avait des choses comme ça et je me dis bon, c'est peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin. Et j'ai réduit à 4 classes. Mais ça reste un jeu de données que j'ai retrouvé sur Internet. Après, j'ai quelques potes qui ont eu des enfants et j'ai profité pour enregistrer du signal live. Mais voilà, non, je ne me suis pas amusée à noter des choses. Bon, on va faire une pause et... Non, il n'y a pas de pause. Non, on ne fait pas de pause. Je suis désolée pour l'illusion.